Alors, bonjour à toutes et à tous. La Fédération française de citoyenneté reçoit aujourd'hui André Bellon, président de l'association Pour une constituante, qui organise samedi prochain, 4 mai, à Paris, des rencontres pour la démocratie. Alors, bonjour André Bellon. Bonjour. Alors, l'événement aura lieu... Tout de suite, quand vous dites on organise à Paris, c'est vrai, hein, ouais. mais nous pensons qu'il y a au moins un ou deux endroits où il y aura des associations qui feront la même chose ailleurs. En tout cas, j'ai eu cet après-midi Marseille, il y aura quelque chose. Voilà. Ok, il y aura quelque chose aussi à Marseille. Bon, on aura l'occasion de... J'espère qu'il n'y aura pas que Paris et Marseille, mais pas... voilà. C'est déjà pas mal. Alors, l'événement, que ce soit à Paris ou à Marseille, aura lieu de 10h à 18h. Voilà, c'est ça. Dites-moi si c'est faux. Hein. Oui, alors, pour ce qui est de Paris, ça aura lieu à la Maison des associations du 15e arrondissement. Oui. Très exactement 22 rue de la Saïda. Et c'est donc une journée d'échange ouverte à toutes et à tous, qui sera l'occasion donc d'aborder 3 thèmes que vous allez ensuite, évidemment, après nous préciser. Le peuple, pour le premier thème, la souveraineté pour le deuxième, et le droit européen face au droit national pour le troisième. Voilà. Tout à fait. Alors, je précise, avant de vous laisser la parole, évidemment, que c'est la première fois que nous nous rencontrons. Pour une constituante et la Fédération française de citoyenneté sont 2 associations parmi beaucoup d'autres, parce qu'on est beaucoup d'associations formelles et informelles aussi, évidemment, à tenter quelque chose. Donc, nos moyens divergent, nos solutions peuvent être très différentes, mais on va dire qu'on a à peu près tous le même objectif, c'est-à-dire rendre effective la souveraineté du peuple. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà, donc votre association, la nôtre, n'est pas récente. Vous avez déjà beaucoup d'années d'existence à votre actif. Hein. Et précisons aussi qu'avant de militer, on va dire, en dehors du système, vous avez côtoyé de près ce système, puisque vous avez été député de 1981 à 1993. Et je rajoute qu'au cours de votre dernier mandat, vous avez été président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors, ma première question, c'est justement la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme vous, qui, on va dire, est passé par avec beaucoup de guillemets, évidemment, la moulinette politique, hein, éprouve le besoin donc, de créer une association qui milite donc, pour la création d'une constituante et donc pour la création d'une nouvelle constitution? Écoutez, j'aurais une tendance, mais ça c'est ma nature, mon type de réplique, à dire comment se fait-il que ceux qui n'ont pas vécu ça se posent les questions. C'est peut-être parce qu'on l'a vécu que on se dit qu'il y a un problème. Voilà. Alors je ne dis pas que ceux qui l'ont vécu c'est bien ou mieux que ceux qui, peu importe. Oui, bien sûr. On a tous des expériences différentes. Le problème est que qu'on soit passé par une expérience ou par une autre, on est tous arrivés à la même conclusion, on n'est plus en démocratie. Ou du moins, il y a une crise de la démocratie très, très profonde. Alors évidemment, tous ceux qui dirigent vous diront que pas du tout, pas du tout. La preuve, c'est que Macron a été élu, oui, d'accord. Ça dépend ce qu'on appelle être élu et ça dépend pourquoi on est élu. Voilà. Il me semble que petit à petit, hein, moi je ne dis pas que le système antérieur était parfait. Il faut pas. D'ailleurs, y a-t-il vraiment un système parfait? Ça sera un débat intéressant. Mais je ne dis pas qu'il était parfait. Je dis simplement qu'il était moins abominable qu'aujourd'hui. Voilà. Et que plus ça va, pire c'est. Voilà. Alors pourquoi y a-t-il eu des événements qui nous ont amenés à créer l'association pour une constituante? Parce qu'on s'est rendu compte que bien sûr la démocratie telle qu'elle fonctionnait jusque-là posait un certain nombre de problèmes, mais que quelque part il y avait quand même des règles plus ou moins bien appliquées, qui donnaient lieu plus ou moins à une représentation du peuple, mais il y avait des règles. Et soudain, le 29 mai 2005, suivi par le traité de Lisbonne, on a découvert que ces règles n'existaient plus.
un président de la République, nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, a constaté que nous avions voté non lors d'un référendum par rapport au traité constitutionnel européen, hein, donc le 29 mai 2005. Et bon, sans le dire comme ça, mais je résume un peu rapidement. Oui, oui. Il nous a dit, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Et moi, je fais le contraire. Voilà. Alors oui, bien sûr, le traité qu'il a fait, il y a quelques différences avec le précédent, ça va de soi. Hein, en particulier, il a supprimé le mot constitutionnel, encore heureux, hein, parce qu'on n'avait pas cru que c'était aussi simple que ça pendant le débat. Et il a supprimé la troisième partie. Je dirais ça ne change rien à rien, parce que la troisième partie, c'était les traités déjà existants. Ben, ils existent toujours après. Hein. C'est simplement une manière de créer une harmonie. Donc là, clairement, il a dit, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Je rajoute au passage que le deuxième parti, à savoir le Parti socialiste, dirigé par François Hollande, n'a rien dit contre et a aidé à ce que ça passe, ce déni de démocratie. Hein. Donc là, il y a une responsabilité fort bien partagée. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte à ce moment-là, de façon nette, officielle, que les institutions permettaient de bafouer la volonté populaire. Encore une fois, non pas qu'elle était particulièrement respectée, qu'elle n'était jamais bafouée, non. Mais là, ça devient officiel. C'est quand même une différence extraordinaire. Ça veut dire que donc, les institutions sont en cause. C'est pour ça que si on doit remettre en cause les institutions, ben, historiquement, oui, si c'est fait sous des formes démocratiques, ça s'appelle une constituante. Alors pour la petite histoire, dans l'histoire de France, il y en a eu 6, bon, ben, ce sera la 7e, voilà, hein. C'est pas le drame épouvantable. Alors donc ça a été vraiment votre date fondatrice. Voilà, si je comprends bien, ça a été... C'est l'acte de naissance. Oui. Alors c'est d'autant plus frappant que effectivement, alors quand on regarde un petit peu à quel moment en fait, enfin comment on exerce un petit peu de citoyenneté aujourd'hui, évidemment, ce qui fait l'alpha et l'oméga de la citoyenneté, c'est le vote. Sauf qu'en votant, ce qu'on fait, c'est qu'on élit. Enfin, je veux dire, à part élire, on ne fait rien d'autre. Et là, pour une fois, il nous demandait de voter autrement qu'en élisant. C'est-à-dire qu'effectivement, en répondant à une question, oui ou non, à propos de ce projet de constitution européenne. Enfin bon. Et c'est d'autant plus énorme, en fait, qu'effectivement, pour une fois qu'on va voter autrement que pour élire, on nous marche dessus après coup, quoi. Alors, la Constitution actuelle, qui date donc la 5e, qui date de 1958, dit en son article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par ses représentants, soit directement par référendum. Donc la question existe constitutionnellement. Alors, je ne dis pas qu'il y a des référendums tous les jours, loin de là. Et une autre question, c'est qui décide qu'il y a un référendum. En fait, le président de la République. Bon, il reste que là, oui, il y en a eu un. Chirac a jugé que la chose était tellement importante qu'elle ne pouvait pas ne pas passer par référendum. Alors Chirac, d'après ce que j'ai cru comprendre, souhaitait que ce soit le oui. Ça l'a plutôt étonné que ce ne soit pas le cas. Mais il n'a pas remis en cause jusqu'à la fin de son mandat. C'est son successeur qui a décidé qu'il s'asseyait dessus. Voilà. Oui, puis ratifié par les parlementaires. Enfin bon, donc c'est quand même c'est énorme. Souvent, et quand on est passé par la moulinette, j'adore le mot, parce qu'en général, il sort plutôt des choses assez émiettées. Je dirais d'abord parce qu'on connaît la règle du jeu. Je suis frappé de voir que beaucoup de nos concitoyens qui sentent bien que la situation n'est pas bonne, que ça ne marche pas, mais ne connaissent pas toujours la règle du jeu. Donc c'est plutôt un avantage de l'avoir vécu. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres avantages, hein, mais disons que c'en est un. Bon. Moi je l'ai vécu, bon au départ,
Disons qu'on a cru d'abord à une personne, Mitterrand, et un programme qui était le sien. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque le programme a disparu 2 ans ou 3 ans après. Là, on pourrait discuter, mais c'est peut-être pas l'objet de notre rencontre, Oui, hein, oui, bien sûr. sur les raisons pour lesquelles le programme a été changé. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on raconte en général, mais ça serait un peu long, mais ça peut donner lieu à un autre. Bien sûr. Ensuite, bon, j'ai vu un peu comment ça s'est passé. Un certain nombre de députés se sont coulés dans le moule sans problème. Et bon, certains sont d'une manière ou d'une autre encore audibles aujourd'hui dans d'autres cénacles. Un certain nombre n'ont pas été d'accord, en renaclé, même certains sont partis. Je remarque simplement que la presse n'a jamais parlé de cela. Bon. Alors moi, disons que partant d'une adhésion limitée, mais une adhésion quand même, je suis quand même petit à petit passé à, disons, une critique du système, à telle enseigne que en 93, je me suis présenté tout seul sous ma propre étiquette. Pour les auditeurs qui se poseraient la question, c'était à Manosque, ma circonscription. Ouais. Enfin, Manosque, c'est une des communes, il y en avait 100. Ouais. Mais c'est la plus grosse. C'est pour ça qu'en général, on dit Manosque, parce que c'est la commune la plus importante en nombre d'habitants. Donc, je me suis présenté tout seul. J'ai battu le PS, d'ailleurs. On a été battus tous les deux, mais ça, on le savait d'avance. Donc, la question, c'est plutôt comment on sort dans une vie, comment on sort de la scène, dit-on. Voilà. Bon, mais vous êtes sorti. Vous avez été élu président, au cas où vous auriez cette idée, de la Commission des Affaires étrangères. Donc, je l'ai été élu contre la volonté de Mitterrand. Alors, ce serait long à expliquer. Oui, non, mais c'est quand même intéressant. Et vous avez raison de dire que vous connaissez effectivement les rouages, on va dire, le jeu législatif. Forcément, et effectivement, vous ne trimballez pas, on va dire, avec vous, le complexe d'infériorité que beaucoup de citoyens trimballent avec eux dès qu'on commence à parler de la fabrication de la loi. Parce que le problème, enfin, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que, d'une certaine façon, ils ne sont pas capables, ou qu'ils ne seraient pas capables, ou qu'heureusement qu'il y a des gens pour faire le travail à leur place, parce que ça leur paraît très compliqué à faire, quoi. Faux qui court de ci de là, c'est certains qui s'en jugent totalement capables, contrairement à tout le monde, mais enfin, c'est pas très répandu. Non. Mais et ça, enfin, je pense que c'est un gros problème, le fait qu'effectivement on soit dans cette situation intellectuelle, une espèce d'emprisonnement intellectuel, à se dire que bon, on n'y comprend rien, que tout ça c'est compliqué, et donc forcément on reste à l'extérieur du jeu politique, alors que tout ça nous concerne évidemment au premier chef, et que nous sommes le peuple souverain, que nous sommes tous des parcelles de cette souveraineté populaire. Donc bon, voilà. Je pense qu'il faut parfois remonter à, c'est pas de manière systématique, mais parfois c'est utile, à la Révolution française. La Révolution française, bon, telle qu'on l'enseigne maintenant, il n'y a que les horreurs, les machins et les trucs. Bon, c'est un événement historique considérable, dont je ne dirais pas qu'il est absent de dérapage, de violence gratuite, oui, ça bien sûr. Mais c'est quand même un événement considérable. Si j'avais le temps, je vous lirais ce qu'a dit Carlos Fuentes, le grand écrivain latino-américain. Vous savez, je ne sais plus pourquoi, c'est le journal Le Monde, je crois, qui en 2000 avait interrogé un certain nombre d'écrivains, d'intellectuels, etc., en leur posant une question simple: quelle est la plus grande révolution du millénaire?
Et Carlos Fuentes a répondu, c'est la Révolution française. Et il explique pourquoi, hein. Ça serait assez long, je ne vais pas vous la lire en entier. Mais elle est intéressante, et en particulier en termes d'institutions, c'est-à-dire de relations entre les citoyens et le pouvoir politique, et en particulier au niveau local. Parce qu'on parle toujours des institutions comme si c'était le chef et nous, pauvres colporteurs. Non, dans l'histoire de France, il y a toujours un centre et les communes. Et d'ailleurs, une des choses que je regrette le plus dans l'évolution actuelle, c'est la manière dont on détruit le pouvoir communal. C'est une chose fondamentale. Et il y a ce besoin, quand vous parliez des citoyens, les citoyens, c'est d'abord aussi des citoyens de communes. C'est important à rappeler. Alors, ils savent pas. D'abord, on fait tout pour qu'ils ne sachent pas. Hein, ça, c'est clair. En plus, il y a toute une idéologie, une campagne pour dire que le peuple, c'est vilain, pas beau, c'est violent, c'est bête, ça n'y connaît rien. Ça y connaît d'autant moins qu'on fait tout pour qu'ils ne connaissent pas. Non, le peuple, c'est aussi ce qu'on lui permet d'être. La remise au pas de l'éducation nationale, ce n'est pas obligatoirement une bonne chose pour créer des citoyens. Il me semble qu'il faut combattre cette idée, en particulier qui a donné lieu au terme populiste. C'est pas grave si on l'utilise tellement. Populiste, ça veut dire le peuple un peu con. Mais c'est pas vrai. Moi, honnêtement, professionnellement, j'ai côtoyé pas mal de hauts cadres ou de hauts fonctionnaires. Il y a un pourcentage de cons qui approche à peu près la moyenne nationale. Hein. Ah ouais? Oui, ils ont des capacités techniques sur une technique particulière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils maîtrisent tout. Tous les fonctionnements de la société. Oui. Bien sûr. Et puis on a tous des compétences. Oui, on a tous des compétences. Voilà, des compétences de citoyens. En tant que citoyens, nous avons des compétences. Citoyennes, d'abord, elles sont naturelles. Bien sûr, bien sûr. Et elles sont liées à nos expériences de vie. À l'expérience et aussi au fait qu'il existe un corps qu'on appelle la société. On est membre d'une société. Qu'il existe un corps politique qu'on appelle le peuple. On est membre du peuple. Et ça, on l'oublie très souvent. Moi, j'ai fait pas mal de conférences, en particulier sur le thème constituante. Et quand je parle du peuple, il y a toujours une ou deux personnes pour dire oh là là, etc. Alors en général, j'ai une réponse unique. Le peuple, vous savez que c'est vous? Oui. Le peuple, c'est pas les autres. Non, mais c'est vrai qu'on a parfois cette réponse qui dit oh attendez, vous avez vu en gros autour de nous ce qu'on a. C'est terrible de penser comme ça, c'est absolument. Déjà s'exclure de la communauté. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne le droit de se sentir supérieur? Je ne sais pas. Bon, alors là-dessus, donc l'idée, c'est les citoyens, quelle que soit leur particularité physique, morale ou autre, sont d'abord des citoyens, donc des membres de la communauté politique qu'on appelle le peuple. Et si on critique ce mot peuple, à ce moment-là, il faut demander qu'on supprime l'article 3 de la Constitution. Ah oui, bien sûr. Il est quand même marqué comme ça. Alors sommes-nous, vu le peu de place qu'on nous laisse, on va dire ça comme ça, sommes-nous vraiment peuple? C'est ça le problème, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse notre mue de masse inerte à peuple souverain? Parce que pour l'instant, parler de peuple souverain, c'est un petit peu difficile, parce que tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est déléguer notre souveraineté. C'est ça le. Alors, ça, c'est une question. C'est ça le problème. Ouais. J'ai publié un certain nombre de livres. Là, le dernier, c'était celui-ci. Là. Un petit peu plus haut. Ça marche à l'envers, vous voyez. C'est pas grave, Ah ouais, pour la souveraineté, encore un petit peu plus haut. Pour la souveraineté,
du peuple Ah bah voilà. des constituants. Et le dernier chapitre pose une question qui, à mon avis, est la question fondamentale si on veut parler de démocratie. Y a-t-il encore un peuple français? Ce n'est pas une question simple. Non. Simplement, je pense que le seul acteur qui peut répondre à cette question, c'est le peuple français. Oui, tout à fait. Comment? Et quand on la lui pose, eh ben, il se passe ce qui se passe après le 29 mai. Alors, il s'est passé d'autres choses depuis quand même. Les Gilets jaunes, par exemple. Bien sûr. Bon. Je ne dis pas, je n'ai jamais dit d'ailleurs que les Gilets jaunes étaient le peuple. En revanche, ils ont fait réémerger l'image et l'idée peuple. Et ils ont posé un certain nombre de questions. Au lieu de les écouter, ce qui aurait été en démocratie, la moindre des choses, on a envoyé la police. Ce qui est très intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont investi physiquement l'espace public. C'est-à-dire que les ronds-points ont été des lieux de délibération. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'un rond-point, c'est rond. D'ailleurs. Voilà, et c'est pour la circulation de la parole, une forme ronde, c'est absolument parfait. Parce que finalement, quand on tourne, et là j'aimerais bien aussi avoir un petit peu votre avis, mais quand on tourne notre tête, vous parliez des communes. Bon, on est chacun dans notre commune, petite ou grande, peu importe. Quand on tourne notre tête, où est le lieu physique de délibération citoyenne? Il n'y en a pas. On a un local de foot pour les gens qui font du foot, un local généralement pour les anciens, etc. Mais enfin, un lieu physique qui matérialiserait l'exercice de notre citoyenneté, évidemment une citoyenneté active, hein, parce que pour l'instant, on peut dire qu'on est très passif. Et ce qui a été intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont créé un lieu, pas dans toutes les localités, mais quand même pas loin, parce qu'ils ont été extrêmement nombreux partout. Il y avait un lieu de délibération citoyenne. Bien sûr. Et vous parliez de la Révolution, ça rejoignait les assemblées populaires au moment de la Révolution, des gens qui se rassemblaient pour discuter, quoi. Écoutez, si on regarde les grands mouvements historiques, c'est effectivement la recréation du contact citoyen. J'ai parfois le sentiment que tout est fait au niveau central pour empêcher. Et donc l'idée constituante, au cas où l'idée vous aurait effleuré, il n'est pas question pour nous de dire on va faire du jour au lendemain une constituante. Non, hein, je sais bien. Ça, c'est pas sérieux. Bon. Bien sûr. C'est un symbole autour duquel peut se recréer une aspiration, un mouvement, rencontre, voilà. Et à notre avis, au départ, appartient des communes. Justement, parce que c'est là que les gens se connaissent le plus, se rencontrent le plus, voilà. Donc, oui, c'est un paradigme, si vous voulez. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas question de dire que ça se fait comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Ah bah bien sûr que non. Alors en plus, il y a, et je comprends pourquoi ça a émergé, hein, mais je trouve ça plutôt ennuyeux. Il y a une remise en cause du suffrage universel, hein, par un certain nombre de nos concitoyens qui disent « vous voyez où il mène ». Alors, je comprends cette réaction. Effectivement, le suffrage universel aujourd'hui, si c'est pour mener à un président qui est élu à, allez, 40%, et encore au deuxième tour, non, au deuxième tour, il fait plus. Enfin, ça dépend si on met les votes blancs. Mais est-ce que c'est vraiment légitime? Alors, du coup, on dit c'est la faute du suffrage universel. Non, c'est la faute aux institutions qui permettent que ça fonctionne comme ça. Mais on pourrait avoir des institutions dans lesquelles le suffrage universel était appliqué mieux. Voilà. Alors, quand on en arrive, alors je le dis au passage parce que c'est un de mes dadas, quand on arrive à dire qu'il faudrait. Alors, on critique les représentants et on dit qu'il faudrait les tirer au sort. D'ailleurs, si on les tire au sort, il y a des représentants. Mais bon, ça, c'est une contradiction dans le discours.
je ne vois pas la question fondamentale. Doit-il y avoir des représentants? Pour le quotidien, la décision immédiate, oui, il y aura toujours des gens qui feront quelque chose. Comment doivent-ils être désignés? La vraie question, ce n'est pas par telle ou telle méthode, c'est ont-ils un mandat? L'élection, c'est un mandat. Et le problème dans la société actuelle, c'est qu'on a perdu cette idée de mandat. C'est-à-dire, on Alors, élit des gens parce qu'ils parlent bien à la télé, parce qu'ils sont copains de machin, mais je ne vois pas où est le mandat dans tout ça aujourd'hui. Et c'est ça qui ne marche pas. Ce n'est pas le suffrage universel, c'est la manière dont on le met en œuvre. c'est la pratique. En fait, enfin, ça n'est que mon avis, hein. Au niveau de la représentation, ce qui est très, 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 très compliqué, c'est que ces gens donc, se font élire. Alors nous à la Fédération française de citoyenneté, on s'appuie sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, vous savez, la loi à l'expression de la volonté générale. Absolument. Bon, C'est un des principaux d'ailleurs. Hein. Comment? C'est un des articles les plus importants. Bien sûr, voilà. Bon, mais dans la pratique de la représentation, bon, il y a élection, ok. Mais pourquoi ces gens derrière ne récoltent pas la volonté générale? Alors ça, c'est toute la question qui devra être posée à la constituante. C'est s'il y a des représentants, inévitablement, il y en aura un moment passager, pas passager, enfin, j'en sais rien, mais il y en aura. S'il y a des représentants, est-ce qu'ils représentent? C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ils représentent? Bon. Alors, en particulier, je vois courir le thème, le mandat impératif, le mandat révocatoire, etc. etc. Soit dit en passant, on oublie ou on ne sait pas qu'à l'heure actuelle, pour les députés, il y a un mandat impératif. C'est celui de leur parti. C'est pas celui des citoyens. Bien sûr, c'est ça le pire en plus, effectivement, c'est qu'ils sont contraints par la ligne idéologique de leur parti. Donc, vous voyez bien que, disant cela, on pose non pas le problème de représentant ou pas représentant, on pose le problème de la Constitution qui leur donne sens. Quel est le rôle des partis? C'est une question aussi. Il faut en parler. Est-ce que, on me dit souvent, l'ennui, c'est que maintenant, ce sont des professionnels de la politique. Et il y a une confusion se faisant entre carrière et profession. Des carrières politiques, depuis que la République existe, il y en a. Hein. Bon, Jaurès a fait une carrière politique. Clémenceau a fait une carrière politique. Mais ce n'était pas leur profession. Clémenceau était médecin. Hein. Jaurès était prof de philo. Donc, il n'était pas dépendant du parti, y compris financièrement. À partir du moment où vous avez des gens dont c'est la profession qui n'ont jamais fait que ça, comment voulez-vous qu'ils s'opposent à leur parti puisque leur vie en dépend? Bien sûr, bien sûr. C'est la vraie question, ça. Mais c'est pour ça qu'on peut vraiment se poser cette question de la représentation, puisque déjà, ils sont élus par une partie des gens, évidemment. Hein. À côté de ça, effectivement, ils sont contraints par la ligne idéologique de leur parti. On sait qu'en plus, ils sont soumis à tout un tas de lobbies. Donc, qu'est-ce qui reste de nous au bout du compte? Et en plus, ils ne récoltent pas la volonté générale. Ils pourraient. Qu'est-ce qui les empêche? Moi, j'aimerais savoir ce qui les empêche de récolter la volonté générale. Aujourd'hui, on est en 2024. On a des moyens à plus savoir qu'en faire. Il y a, vous la connaissez, la Constitution de 1793 qui proposait, évidemment, ça n'a jamais été mis en place, mais qui proposait qu'à chaque fois qu'un projet de loi peut appliquer, mais enfin pas. Voilà. Mais enfin, en tout cas, ce qui était prévu, c'est qu'à chaque fois qu'un projet de loi a été déposé, c'était envoyé dans toutes les communes de France et les gens se rassemblaient pour lire le texte. Et s'il y avait un certain nombre de personnes qui disaient bah non, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, il y avait le corps législatif dans son entier qui était rassemblé, aussi bien les représentants que les représentés. Ça, on n'est même pas capable de le faire en 2024. Moi, c'est ça qui me sidère. Et au bout du compte, alors je finis parce que je suis toujours dans ces cas-là un peu en colère, mais au bout du compte, vous avez un président de la République qui vous dit il l'a fait pour le projet de loi retraite, qu'il assume
de promulguer une loi impopulaire. Mais comment une loi peut-elle être impopulaire alors que la loi est l'expression de la volonté générale? Alors, Macron, moi je dirais, c'est, certains diraient la caricature, ça ne serait pas faux d'ailleurs, hein. Mais c'est le produit achevé de la dérive que nous vivons depuis des années. Elle n'était pas aussi claire, aussi nette, mais là, les deux événements qui viennent de s'écouler, hein, la loi retraite, c'est quand même caractéristique. Bon. Parce que les citoyens, de toute évidence, majoritairement étaient contre. Bien sûr. Alors, je ne dis pas que parce qu'ils sont contre, compte tenu de toutes les contraintes, ils ont raison. Je dis simplement qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'ils sont contre. Ah bah, c'est le peuple souverain. Voilà. Voilà. Donc, la moindre des choses était qu'on traduise ce dialogue, ces contradictions, avec, disons, entre le pouvoir et les citoyens dans un débat démocratique. Bah, bien sûr. Bon, Macron, il fait tout le temps des débats, sauf que c'est des débats qu'il organise lui-même, c'est un peu des débats Potemkin, hein, bon. Oui. Bon, ça l'arrange. On en est arrivé au point, et ça c'est nouveau. C'est pour ça que je dis on a franchi une étape quand même, où non seulement on a bafoué la volonté des citoyens, ça c'est une évidence, on a bafoué le Parlement. Ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'à telle enseigne que le président du groupe Olliott, la Panchère, a dit au point où on en est, on pourrait supprimer le Parlement. Ben oui, puisqu'il ne sert à rien. Donc, c'est une vraie question, ça. Alors ensuite, il y a eu, alors encore, j'allais dire encore plus marrant, c'est pas le mot adapté, hein, mais encore plus étonnant, la loi immigration. À la surprise générale, l'Assemblée nationale vote une motion de rejet. Elle est refusée. Donc, si le Sénat avait voté lui aussi le rejet, c'était réglé, il n'y en avait pas. Le Sénat croit intelligent de dire, mais il nous faut des trucs en plus, elle ne nous plaît pas, mais si on met des trucs en plus, il faut voir. Et par les navettes et tout, ils arrivent à rajouter des trucs. Et puis ça passe au Conseil constitutionnel qui supprime tous les trucs, et on revient au texte initial qui avait été refusé par l'Assemblée. C'est extraordinaire ce processus. Alors, appeler ça de la démocratie, j'espère qu'on peut dire ça sans rire, mais ça doit être difficile. Hein. Très difficile. Non, mais enfin, c'est une supercherie. On voit bien qu'on est devant cette crise. La question aujourd'hui, c'est on la résout comment? Oui. Bon. Rajoutons à ça quand même qu'il y a la prégnance de l'Union européenne, avec le fait que le droit européen prime sur le droit national, avec l'acceptation de tous nos corps constitués, hein, puisque c'est le Conseil d'État qui a trouvé que c'était une bonne idée, hein, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, par exemple, hein, où l'Allemagne a dit il y a toujours la volonté populaire du peuple allemand. Bon, je ne sais pas que par ailleurs ils sont parfaits, hein, ça c'est une autre question. Mais sur ce terrain-là, la Cour de Karlsruhe n'est pas sur la même position. Bon. Alors, au total, il reste quoi, la démocratie? À part de choisir les plantes dans les rues principales, hein, on ne voit pas très bien. Donc, la loi n'est plus du tout l'expression de la volonté générale. Elle est un machin qui émane de façon assez inattendue, à coup de 49.3, d'aide du Conseil constitutionnel. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça dure aussi longtemps, parce que, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de 2005, ensuite du traité de Lisbonne, bon, mais pourquoi ça n'a jamais été remis sur la table? C'est ça qui est étonnant, parce que… D'abord, ça a été mis sur la table, puisqu'on en parle. Oui.
Mais bon, enfin, je veux dire, ça n'a pas été remis sur la table de façon sérieuse à aucun moment. Pas gentil. Mais Comment? c'est pas gentil. Non, mais de façon sérieuse, je veux dire, bon, les parlementaires, pourquoi ils remettent pas la chose sur la table? Les parlementaires, ils sont dans cette contradiction. D'abord, je pense, encore une fois, je ne dis pas que c'était parfait, hein, faut pas, c'est loin d'être parfait. Je dis simplement qu'il y a eu des moments où les parlementaires ont renaclé et ont fait reculer sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. C'est-à-dire que le Parlement, il est là, oui, comme le pot de fleurs, quoi, ça fait bien. Mais alors, ah, il y a le téléphone qui sonne. Attendez, excusez-moi, j'aurais dû arrêter le téléphone. Non, mais quand je dis de façon sérieuse, évidemment, je ne pense pas du tout à vous. Mais en fait, ma question, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui remettent les choses sur la table. Je sais d'ailleurs que vous intervenez, je ne sais pas si vous le faites encore, mais j'ai vu des vidéos où vous vous rassemblez tous les 29 mai pour justement. Ah. Non, excusez-moi. Là, je ne peux pas, hein, je rappelle. Pour justement rappeler à qui veut bien l'entendre que, bah oui, qu'il y a un énorme problème, que nous avons dit non et que malgré ça, les choses ont été faites. Mais bon, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. Bah oui, effectivement, il pourrait se passer le Parlement, mais enfin, pourquoi les parlementaires ne se tournent pas d'une certaine façon, vous allez peut-être me trouver naïve, mais enfin, pourquoi ils ne se tournent pas vers le souverain? Le seul souverain qui existe, c'est le peuple. Pourquoi ils ne se tournent pas vers les citoyens en leur disant: «Là, on a un énorme problème. Vous êtes le peuple souverain, nous sommes vos représentants, nous sommes censés être une interface entre la loi et vous. Et là, en fait, on a beau faire, on peut rien faire». Vous voyez, pourquoi il n'y a pas d'une certaine façon un appel qui est lancé aux citoyens pour qu'il se passe quelque chose? Parce que là, effectivement, vous dites: «Bah oui, il se transforme en plante», mais enfin d'accord, mais en attendant, le souverain, c'est nous. Donc en attendant, le texte qui a été voté, effectivement, qui a été voté parce qu'ils ont utilisé tout un tas d'articles et compagnie, il est quand même passé. Et cette loi, elle nous impacte au quotidien, alors que nous avons dit non. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de, c'est au pas des lois, ça continue, quoi, mais ça peut continuer comme ça pendant combien de temps? C'est ça la question. Ça, c'est celui qui connaît la réponse. Ah oui. On est dans ce qu'on appelle une crise politique. Le problème, c'est que, tout ce qui compte dans la parole, au niveau des médias, au niveau de je ne sais pas trop quoi, a décidé que ce n'était pas le cas. Que donc, quand on dit ça, on est des vilains, on est des gens qui veulent tout casser. Bon. Et puis, il y a l'ineffable Raffarin qui vient pour dire c'est pas la rue qui gouverne. On ne lui a pas posé cette question, que je sache. Donc, il y a un scénario bien réglé, quoi, pour monter en touche dès que cette question existe. La deuxième question, c'est est-ce que les citoyens, c'est ça qu'on essaie de faire, comme vous d'ailleurs, hein, ont conscience que c'est de eux que veut partir la réponse? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont conscience. Il y a eu autant d'associations, nous on a comptabilisé, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Oui, il y en a beaucoup. 50 ou 60, mais bon, c'est loin d'être le compte. Hein. Bon. La question, c'est chacune de ces associations, et c'est normal, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça, hein, a son truc, son programme, ses chefs, ou pas d'ailleurs, il n'y en a pas obligatoirement, hein, et pense qu'il faut se rassembler derrière son panache blanc. Quoi. Bon. Pas toutes, hein, mais un certain nombre. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Posé comme ça ne peut pas marcher. Ah bah non, ça on est bien d'accord. Ça ne peut pas marcher. On est bien d'accord. Pour que ça marche, il faut qu'on arrive, et c'est ce que nous essayons de faire, mais comme d'autres, comme vous sans doute, bon, qu'on arrive à dégager quel est l'essentiel. Quelle est la question principale? Pour moi, la question principale, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, en République, c'est la souveraineté du peuple. Voilà.
Alors, ça ne veut pas dire que toutes les autres questions sont annexes, pas du tout. Simplement, il faut qu'on arrive à les référer à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi, alors venons-en aux 4 mai. Oui, bien sûr, venons-en. Ces 3 thèmes. Mmh. Le peuple, ben pourquoi? Parce que, quelque part, il y a encore, même si ce n'est pas dit, tout un débat sur c'est quoi le peuple.